Comme une étoile du berger, elle scintille dès l'été venu sur les monts les plus escarpés. Comme les neiges éternelles, immaculée et cotonneuses, son éclat est légendaire. Trophée prisé des alpinistes, elle les appelle comme une sirène, l'Edelweiss. Écusson porte-bonheur, bannière des émérites. Car il faut aller la chercher, cette précieuse étoile à la toison d'argent, nichée dans les recoins souvent abrupts des pentes rocailleuses et ensoleillées, au prix d'une ascension qui n'a de limite que l'agilité du grimpeur. Aujourd'hui encore, sans toutefois l'accueillir, ils arpentent les arêtes, en quête de la Reine des Neiges. Étoile du glacier, étoile d'argent, pied de lion, blanche éternelle, immortelle des Alpes ou encore herbe à coton, autant de patronymes pour cette fleur dont le nom allemand s'est finalement imposé à tous, Edelweiss, la noble blanche. Pour les botanistes, c'est une fleur dans une fleur, formée d'une dizaine de capitules qui sont elles-mêmes composées de centaines et même de milliers de fleurs minuscules. Elle n'est pas comme les autres ornée de pétales, mais de bractées étoilées, blanches et duveteuses qui la protègent des rayons du soleil si puissants en haute montagne. Cette fleur mythique ne pousse pas qu'en Europe. Dans l'Himalaya, d'où elle est originaire, on la vénérait bien avant le XIXe siècle. Dans cette région, on en connaît une trentaine d'espèces. Et dans les Alpes, la rareté de cette pousse au coton mystérieux alimente des légendes ancestrales. La plus connue, contée dans tout l'arc alpin, veut qu'un jeune homme escalade au risque de sa vie une paroi rocheuse pour y cueillir un Edelweiss, preuve de courage et d'amour éternel, en cadeau de fiançailles à sa promise. Mais c'est avec la naissance du tourisme et de l'alpinisme que la fleur devient un véritable emblème. Il fera bientôt l'objet d'un culte. Au XXe siècle, avec la montée des courants ultranationalistes qui voient dans la noble blanche le symbole d'une épuration, la fleur se fane sous les outrages. Mais elle retrouve une symbolique plus sereine auprès des amoureux de la nature, armoirie des clubs alpins en Suisse, en Autriche, en Allemagne et plus généralement fleuron du tourisme de montagne. Le succès toutefois révèle ses revers. Les montagnards, vivant dans la précarité, profitent de cette manne en vendant chaque année aux touristes des bouquets entiers. Des milliers de plantes sont déterrées et envoyées dans les jardins publics et rocailles des grandes villes européennes. Les clubs alpins allemands et autrichiens, agacés par cet engouement, décrètent dès 1874 l'interdiction de cueillette. En Suisse aussi, la fleur est considérée comme menacée. Elle ne bénéficie pourtant pas d'une protection fédérale. Comment alors enrayer sa disparition qui paraît presque inéluctable? Les botanistes, intrigués par la popularité que suscite l'Edelweiss, commencent à s'intéresser à l'aspect scientifique de sa préservation. Ainsi, les Edelweiss commencent à être étudiés et même domestiqués dans les jardins botaniques. Dédiés à la conservation et à la préservation, ceux des villes de Genève et de Zurich y consacrent le plus de recherches. Leurs jardins alpins sont réputés pour leur collection. À Genève, les plantes originaires des 4 coins de la planète sont systématiquement répertoriées et informatisées au sein de la bibliothèque riche de plus de 200 000 volumes et d'environ 3 000 périodiques. Quant aux herbiers genevois, qui ne contiennent pas moins de 6 millions d'échantillons, ils se situent parmi les 5 plus grands du monde. Ces collections de plantes séchées et montées dans une fourre cartonnée, s'ils sont bien conservés, permettent d'observer des échantillons pendant des centaines d'années sans aucune altération.
L'herbier conserve ainsi, à l'heure de l'informatique et de la photographie numérique, toute son utilité. Il s'avère indispensable dans l'étude du suivi historique et de la comparaison des espèces, permet l'observation des échantillons au microscope ainsi que des prélèvements d'ADN. Il joue aussi un rôle de garantie scientifique dans le cadre de décisions écologiques liées à la conservation et à la protection des espèces, comme l'atteste la fleur d'Edelweiss. Une fleur qui est domestiquée ne nécessite plus de cueillette sauvage pour alimenter son marché. Dès lors, comment cultiver notre Edelweiss? C'est dans les jardins botaniques que l'on a commencé à le faire, mais il faut attendre 1993 pour qu'apparaissent les premières sélections émises en cultures industrielles. Le premier pas vers une véritable domestication. Le centre de recherche de Comté, Agroscope Changin Wädenswil, met alors sur pied un programme de sélection à partir de semences naturelles. Il s'agit de créer une variété adaptée à la production agronomique de montagne et c'est un véritable défi. Au prix de plusieurs années de recherche, l'ingénieur agronome et botaniste Charles Ray obtient, avec son équipe en 2003, une variété qui correspond enfin aux critères de production industrielle. Baptisé Helvetia, le premier champ de cette plante est inauguré en 2005 à Orsières. Les cultures de ces Edelweiss s'étendent maintenant sur de nombreux hectares et chez beaucoup de paysans de montagne afin de répondre à la demande de l'industrie cosmético-alimentaire. C'est en mars ou en avril que l'on sème les graines dans une terrine placée sous un abri chauffé. La germination ne prend que quelques semaines, mais il faut attendre 2 ans pour qu'une première récolte puisse être effectuée. Les fleurs sont alors acheminées dans un séchoir à une température de 35 degrés. Là, elles sont disposées en couches de 30 à 40 cm pendant 2 à 3 jours. Les inflorescences sèches sont ensuite conditionnées en sac pour le stockage à température stable, à l'abri de la lumière et des odeurs. Suite au succès de cette domestication, on assiste à une explosion de l'exploitation de l'Edelweiss dans des produits dérivés. Il est vrai, les paysans de montagne ont très tôt découvert ses vertus curatives. Ils soignent encore aujourd'hui leurs veaux avec une infusion de fleurs d'Edelweiss réputée pour soulager les maux de ventre. Mais les propriétés pharmaceutiques de notre étoile des Alpes en font un ingrédient très prisé des firmes cosmétiques et agroalimentaires. Antibactérienne, anti-inflammatoire et antioxydante, elle produit aussi dans ses racines une petite quantité d'huiles essentielles. Elle est donc très utilisée dans le domaine cosmétique avec par exemple la production de crèmes solaires et de sérums contre le vieillissement de la peau. L'industrie agroalimentaire exploite ses qualités gustatives et son image de label alpin pour produire de la bière, du pain, de la liqueur ou encore du thé froid. Les campagnes de protection ont porté leurs fruits et chacun sait aujourd'hui que cueillir un Edelweiss sauvage est sacrilège. Sa rareté, subtilement cultivée, reste ancrée dans les esprits. Elle demeure une fleur mythique, magique, enchanteresse, omniprésente dans notre tourisme et notre folklore alpin. Ses vertus sont plus que jamais convoitées. Elle se réinvente, cultivant ses mythes et ses paradoxes.